c'était mon premier jour d'école. J'arrivais en maternelle, à la récré, je voulais jouer avec des amis, ils m'ont dit non, t'es un sale arabe. Je comprenais pas ce que c'était. Et là, j'ai compris que je venais d'un pays étranger, que j'étais un étranger. Et j'avais honte de moi, surtout que mes autres camarades étaient bien habillés, beaux comme des Français, comme on dit en Algérie. Et là, je me suis senti tout de suite complexé. J'ai eu une honte de moi qui commençait à se créer dans mon petit cœur d'ourson brun. Et ma grand-mère a vu ça. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent et à ceux qui les lisent. Alors, je voudrais dire à Giovanni Cherchi, mon réalisateur qui réalise cette émission, que j'ai un retour de satellite. Voilà, c'est juste pour qu'on puisse revenir sur Terre. C'est bien. L'émission tu veux revenir sur Terre, Philippe? Ouais, je voudrais revenir sur Terre. Est-ce que c'est possible, Giovanni? Est-ce que là, t'as encore de... mais c'est bien ce petit décalage. Ce qui prouve qu'on est... mais j'ai toujours ce... Bon, le principal, on va continuer. On va essayer de régler ça en cours d'émission. Ce qui prouve que l'émission est en direct. C'est la rentrée littéraire. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter un professeur, enfin un ancien professeur ce matin, qui fera sa rentrée. Il s'appelle Idi Rossimi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alias Chemin de Fer, journaliste et ancien professeur suppléant d'histoire. Et je disais que vous participez à un phénomène très français qu'on appelle la rentrée littéraire avec votre premier livre qui s'appelle La Guerre des Bouffons chez Click Édition. Click Édition, c'est la maison qui a été fondée par Mouloud Achour. Ouais. Comment vous avez atterri là? Écoutez, pardon. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années au Bondi Blog. On m'a laissé un peu écrire, laisser écrire ce que je voulais. On m'a donné une liberté de plume que j'ai utilisée justement pour réaliser un vieux rêve, c'est-à-dire écrire un livre que je prépare depuis 20 ans. J'avais commencé à écrire l'ébauche de ce livre il y a 20 ans, à la sortie du lycée. Je me suis dit qu'il y avait des choses à raconter et ça m'a mis 20 ans pour le mettre en place. Et un jour, Mouloud m'a contacté. Non mais attendez, Mouloud Achour, il vous contacte pas comme ça s'il ne sait pas que vous existez. Et il m'a lu sur le Bondi Blog. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y avait des bribes déjà de cette histoire sur le Bondi Blog. Exactement. Vous avez déjà commencé à raconter notamment la cantine des porcs. La table des porcs à la cantine. Exactement. Oui. Ouais. Donc il vous contacte et il dit... en fait, il contacte plutôt une amie qui dit j'aimerais bien monter une boîte d'édition et publier Dire. Il fait ça tombe bien, il est en train d'écrire 150 pages. Enfin, il en a déjà écrit 150 pages et tout. Donc j'ai été contacté, il a lu les premières ébauches. Et puis il m'a fait signer un contrat et puis c'est parti. Et tout est allé très vite. Et voilà comment aujourd'hui je suis devenu un écrivain alors que j'étais un élève qui pouvait écrire un nanas dans une dictée sans A. Voilà. C'était pas mal. Mais le nanas existe aussi. Ah ça je savais pas. Pas en français, mais nanas ça veut dire ananas dans d'autres langues. Donc vous aviez raison. Ah merci, je suis soulagé. La Guerre des Bouffons, vous revendiquez la paternité ou la fraternité avec le livre La Guerre des Boutons? Oui, ce côté un peu de bande d'enfants qui se disputent pour des boutons, qui sont dans une logique de conflit de clans, oui, il y avait ce côté-là, oui. Le titre complet du titre du livre de Louis Pergaud, c'est La Guerre des Boutons, roman de ma 12e année. Donc vous, c'est quoi? C'est La Guerre des Bouffons, roman de ma 17e année? Exactement, oui. À quel genre votre livre appartient-il? Vous m'apprenez quelque chose. Ça y est pas? Non, le vrai titre du livre, La Guerre des Boutons, c'est La Guerre des Boutons, roman de ma 12e année. Ah oui. Ouais. Publié en 1912. D'accord. Ben voilà, roman de ma 17e année. Voilà, 17e année, parce que, en tout cas, c'est la 17e année du héros. À quel genre votre livre appartient-il? Est-ce que c'est un livre, on va dire, autobiographique, ou est-ce qu'il est autobiographique? Alors, je dirais qu'il est essentiellement autobiographique. Je me suis autorisé 25% de remix. Un remix, c'est-à-dire de romancé. Mais sinon, le 75%, c'est basé sur des faits réels, des faits que j'ai vécus. J'ai fait un peu un travail d'historien, parce que j'ai fait des études d'histoire. J'ai toute une pile chez moi d'anciens bulletins, les mots sur les agendas, l'emploi du temps aussi, parce que c'était important, le nom des salles, les horaires. J'avais gardé tout ça. Vous aviez des archives, en fait. Ouais, j'avais des archives. Et j'ai un peu fait ce travail qu'avait fait Hérodote, qui racontait les guerres médiques à l'époque de la Grèce antique. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui était partie prenante parce qu'il était du côté des Grecs, mais qui a essayé quand même de faire un peu le premier travail d'historien, comprendre l'adversaire, un peu
de sociologie. J'ai essayé de l'imiter, en fait, sans vouloir être présomptueux. C'est lui qui m'inspirait. Je me suis dit, je vais raconter ce qui m'est arrivé comme un événement historique, parce que bon, un conflit entre cités, un peu à la cité grecque. Je vais essayer de faire un peu ce travail d'historien avec des sources, mais malheureusement, je pouvais pas être impartial. J'ai essayé d'être honnête, mais impartial, c'est pas possible. Et quand vous vous replongez dans vos dossiers, dans vos archives, quelle odeur est-ce que ça a ? Ah, c'était un bonheur, c'était la nostalgie, c'était les années 90, où tout me semblait meilleur, hein. Ça fait un peu vieux con de dire ça, mais d'ailleurs je cite Joueur du Grenier qui dit la même chose. Les années 90, tout me paraissait meilleur, quoi. Tout avait bon goût, on était du bon côté du mur, on était... je sais pas comment exprimer ça. On avait des images dans la tête. C'était une époque que j'ai adorée personnellement. Après, c'était pas. Vous avez aimé votre enfance et votre adolescence ? Oui. Ouais. Oui, même avec l'appareil dentaire. Oui. Et les lunettes. Oui, parce que alors peut-être que ça me paraissait pas si important que ça, en fait. Parce que bon, à 17 ans... C'était pas les appareils dentaires d'aujourd'hui comme on voit à la télé sur les réseaux sociaux. Hein. C'était des appareils de torture, tout simplement. Ça a duré 2 ans avec des élastiques qui vous tiraient. Non, mais c'est pas ça que je retiens. On retient les moments heureux. Le cerveau est assez bien fait. Il refoule tout ce qui était un peu désagréable. Et les moments heureux sont mis en avant. Et moi, j'ai beaucoup aimé replonger là-dedans, surtout que je trouvais un peu tout ce qu'on racontait dans les médias un peu anxiogène, donc je me suis un peu replié sur moi-même, mon histoire, ma nostalgie, et c'était un moment très agréable. L'écriture de ce bouquin était très agréable. Mmh. La boîte Lucky Strike en fer, elle existe ? Elle est toujours là, oui. Ouais. Oui, je l'ai toujours. Qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte Lucky Strike ? Il y a mes souvenirs, les cartes postales des amis, des cousins. Il y a la photo de mon grand-père. Alors je voulais en arriver là, puisque c'est lui qui ouvre votre livre, oui. Finalement avec une citation pour un Kabyle, mieux vaut la mort qu'une vie de honte. Et oui. Ça, cette histoire, cette phrase-là, c'est votre grand-mère qui vous la raconte un soir dans son lit, et elle vous raconte l'histoire de votre grand-père. Vous nous la racontez ou pas ? Oui, c'était mon premier jour d'école. Ma première, j'arrivais en maternelle et on a récré. Je voulais jouer avec des amis. Ils m'ont dit non, t'es en salle arabe. Et je comprenais pas ce que c'était. C'est ce jour-là où j'ai compris que je venais d'un pays étranger. Et ma première réaction, c'était. Enfin, même si vous êtes né à Bondy. Hein. Oui. Oui, mais à 4 ans, on sait pas ce que c'est qu'un. À 4 ans, on est tous pareils, quoi. On sait pas ce que c'est qu'un rond, on sait pas ce que c'est qu'un noir, on sait pas ce que c'est qu'un arabe, on est tous des enfants, quoi. Et là, j'ai compris que je venais d'un pays étranger, que j'étais un étranger, et j'avais honte de moi, surtout que mes autres camarades étaient bien habillés, beaux comme des Français, comme on dit en Algérie. Et là, je me suis senti tout de suite complexé. J'ai eu une honte de moi qui commençait à se créer dans mon petit cœur d'ourson brun. Et ma grand-mère a vu ça à l'heure du goûter, elle m'a vu triste, alors que j'étais toujours un enfant joyeux. Elle a tout de suite compris, en tout cas c'est comme ça dans mon souvenir, et puis elle m'a rejoint dans mon lit d'enfant, elle m'a raconté cette histoire de mon grand-père qui a préféré, qui a été prisonnier pendant la guerre d'Algérie, qui a préféré mourir sous la torture que trahir ses compagnons d'armes et sa cause. Et du coup, d'une minute à l'autre, je suis passé de la honte de moi à la fierté de ce qu'a fait mon grand-père, et puis depuis ce jour, plus jamais le racisme ne m'atteint. Ça me passe au-dessus. Je connais c'est à ce moment-là où je connaissais un peu, pas ma valeur, mais j'avais certainement pas à avoir honte de mes origines, bien au contraire. Et votre grand-mère est restée avec cette photo, hein, donc qu'elle vous transmet, et a élevé ses enfants toute seule et est restée avec cette histoire. Oui, elle, c'est une histoire qui l'a beaucoup marquée, parce qu'après la mort du grand-père, elle a dû élever ses enfants toute seule dans la guerre. Et elle a été très très courageuse, et ça a été pour moi, c'était un exemple, une bonne fée, celle qui me raccrochait à mes origines, mais toujours très très doux. Toujours, elle venait souvent en France, jamais dans la rancœur, jamais. C'était pas très tôt en Algérie, on m'a expliqué que c'était pas la France qu'ils ont combattu, mais le colonialisme. Et la France, ce n'est pas le colonialisme pour moi, c'est plutôt la Déclaration des droits de l'homme et plein d'autres choses merveilleuses. Et elle a beaucoup participé à mon éducation, à celle de mon frère et de mes sœurs, et pour ça, je lui suis très reconnaissante.
Vous avez toujours eu des liens avec l'Algérie. Quand vous étiez petit, c'était 70 jours au bled, même pendant la décennie noire. Ouais. Qu'est-ce qui vous disait votre père pendant cette décennie où beaucoup de gens ne faisaient plus le voyage pendant quelques années? Alors déjà, oui, on partait, c'est 70 jours parce qu'on partait quelques jours avant la rentrée, grâce à la bienveillance des professeurs qui nous laissaient partir avant parce que le billet était moins cher, parce que les prix explosent l'été. Et on est arrivé un petit peu après ou juste à la rentrée pour pareil, pour le même, parce que sinon avec 4 gamins intrabalés de l'autre côté de la Méditerranée, ça coûtait trop cher. Donc on passait 70 jours par an en Algérie, y compris pendant la décennie noire. Alors les premières années avant la décennie noire, les années 90, où l'Algérie s'ouvrait au multipartisme et tout ça, c'était une euphorie. On découvrait aussi les anciens héros de l'indépendance qui ont été bannis par le pouvoir en place. C'était très bien. Moi, j'avais rencontré Ait Ahmed, dont la sœur a été mariée dans la famille. Je l'avais rencontré. Il m'a dit tu t'appelles Idir, c'est un très beau nom. J'ai même eu l'honneur de l'entendre parler de mon grand-père. C'était très émouvant. Vous l'avez rencontré dans quelles conditions? Un mariage. À un moment, je vois une porte fermée avec mon frère qui est un pro du squat. Il savait qu'il y avait quelque chose derrière. Kamel, ouais. Et on rentre dans la pièce et on voit Ait Ahmed à tabler avec des gens importants. Et ça vous parlait, vous, à cet âge-là? Ait Ahmed, c'était le héros de la Kabylie à l'époque. C'était le héros parce que oui, non, bien sûr. Voilà, après, le FFS. Voilà, exactement. Et donc, on a eu... oui, je l'avais rencontré les 92, je crois. Après, tout est parti en cacahuète. Les meurtres d'innocents, les villages massacrés... Et j'ai connu les années noires, j'ai connu des événements un peu traumatisants pour les Algériens. Moi, j'ai partagé juste une infime partie de leur peur. Je ne veux pas dire que je suis un vétéran de guerre. J'ai partagé une infime partie de leur peur, mais... Votre père avait un stratagème, Oui. La nuit. Alors je raconte non, ça. On raconte ou on raconte Si, je raconte tout. Ouais. Non, mais par exemple, moi, je suis... il y a eu une explosion à l'aéroport d'Alger 2 jours avant notre départ en avion. J'ai été à un moment dans une bousculade géante au marché parce que quelqu'un avait joué avec des pétards. On croyait que c'était une bombe cachée sur les échos. J'ai vu plein de blessés partout. Et à un moment où ça commençait... alors, la Kabylie a été préservée très longtemps. Des terroristes, mais à un moment ils s'installaient dans la région, on entendait parler d'eux. Et je m'en souviens, mon père il a dit là ça commence à être un petit peu chaud. Kamel et Idir, vous dormez à la terrasse avec des grosses pierres. S'ils arrivent, vous leur balancez de la terrasse. Moi j'irai au contact, gourde à la main pour l'honneur, et puis votre mère et votre sœur s'enfuiront dans les champs, parce qu'on était dans une maison très éloignée des autres maisons du village, au milieu d'un champ. Alors c'est quel village en fait? On sait qu'il y a une forteresse. Le gros bourg, c'est Tazmelt. C'est le gros bourg de la région, mais moi je viens d'un petit village dans les montagnes. Et pour votre père, c'était pas négociable. On y va quoi qu'il arrive. Ah oui, c'était les vacances en Algérie, c'était un sacerdoce. On a essayé une fois, d'aller à Deauville en vacances l'été. On arrive sur la plage et mon père dit elle est où la mer? Elle arrive à 17h avec la marée. Salut. On est rentré à Paris, il a pris un billet 3 fois trop cher, on est parti en Algérie. Et encore vous n'avez pas donné la température de la mer en plus. Non, on n'a pas eu de la mer qui arrivait. On n'a même pas eu l'occasion de se tromper le pied. Non, oui, pour lui l'été, il travaillait toute l'année dans son taxi, donc pour lui l'été c'est l'Algérie, c'est le retour aux sources. C'est cette envie aussi de montrer qu'il a quitté un village un peu dans la misère, qu'il a réussi. Il y avait cette envie là et cette envie de se reposer au village, quoi. Alors pour lui c'était le bonheur, pour nous c'était souvent toute la journée sur une pierre, et il y avait ce côté ennui, mais au moins il nous a fait découvrir notre pays d'origine, quoi. C'est comme ça qu'on est devenu aussi algérien. Votre père, avant d'être taxi, il avait été recruté par les usines Citroën. Pour Citroën, oui. C'était Javel? Non, c'était où? Il m'a pas. Parce que à Paris il y avait Javel, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Moi, je pourrais pas vous dire, mais je sais qu'il a travaillé. Ils démarchaient, cherchaient des. Oui, ils allaient dans les villages, ils cherchaient des ouvriers parce que il y avait un manque de main d'œuvre important. Donc ils étaient très demandeurs. Il est parti très tôt du village, juste après l'indépendance. Et puis voilà, il a fait sa vie en France. Et puis comme c'est quelqu'un qui a un don, qui a vraiment un don pour conduire, il était plus doué pour conduire une voiture que pour les monter à la chaîne. Il est devenu chauffeur de taxi.
Ce qui fait sa fierté et la nôtre également. D'ailleurs, j'en profite pour passer bonjour à Hamid qui nous écoute en ce moment dans son taxi. Spécial dédicace à Hamid. À Hamid, un ami à moi. Hamid, c'est le vrai prénom d'Idir. Oui, c'est vrai. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, c'est un anniversaire puisqu'il y a 25 ans, quasiment jour pour jour, le 30 août 1997, s'arrêtait le Club Dorothée. Oui. 25 ans. Ouais. Ah ouais, j'étais en Algérie en plus, je m'en souviens. Ah oui. Ouais. Et c'était triste. C'était... Alors non, on se rendait pas compte à l'époque. Parce que vous dites qu'il y a deux personnes dans votre vie qui vous ont bercé. Il y a votre grand-mère et Dorothée. Oui, alors, je sais pas comment Dorothée doit le prendre. non, elle doit très bien le prendre. Elle a su elle a su introduire dans mon imaginaire des héros vraiment formidables qui m'ont vraiment inspiré. Non, elle peut vraiment être fière de ce qu'elle a fait. Elle a marqué toute une génération et plutôt positivement, malgré toutes les critiques qu'elle avait reçues à l'époque. On voit qu'avec le temps, le temps lui donne raison. Mais c'est vrai que quand ça s'est arrêté, Club Dorothée, nous, on venait... c'était un acquis pour nous, le Club Dorothée. Et, vous étiez très ado déjà. On avait 17 ans, ça commençait, dans notre tête, ça commençait, et que Dorothée et Monsieur Azoulay me pardonnent, ça commençait à être un petit peu ringard pour nous. On était plus vers les séries adolescents, Art Leclerc à vif, on voulait un peu quitter cette enfance, quoi. Mais très très vite, c'est-à-dire le Club Dorothée s'est arrêté en août, en octobre-novembre, on commençait à faire la liste de tous les dessins animés qu'on a connus, les moments, et la nostalgie est très très vite revenue. Et personnellement, et mes camarades du lycée, dont Zen et Karim, que je salue, on commençait déjà à parler de la bonne époque des mangas, la bonne époque des dessins animés. Et vraiment, oui, on trouvait ringard quand ça s'est fini, mais on a très vite regretté ce qu'on a dit. Ringard, ça veut rien dire. Ça, c'est. Oui, non, ça veut rien dire, ringard. On est toujours ringard à un moment donné, puis après, le temps passe, la nostalgie, et après ringard, tu deviens culte. C'est Mais ça. ce qui est marrant de voir toute une génération de rappeurs aujourd'hui, de Quadra, qui parlent de cette époque de Club Dorothée. Bon, il y a seule une série dont on ne peut pas parler, c'est Albator. Pourquoi ? Pour des tas de raisons. Alors nous, chez nous, on ne pouvait pas dire Albator. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Bon, bref. À la maison, quand on disait Albator, c'était que mes parents pensaient qu'on s'insultait, qu'on se disait Albatar. Et donc, du coup, dès qu'on disait Albator, c'était une gifle. Voilà. Va dans ta chambre. Oui, mais avec ta gifle. Vous avez grandi à une époque où il n'y avait qu'une télévision par... ça paraît fou aujourd'hui, mais où il n'y avait qu'une télévision par foyer, une télécommande, donc c'est celui qui tenait la télécommande qui décidait de ce qu'on regardait, où il y avait encore des cabines téléphoniques avec des cartes pour téléphoner, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet. Vous avez grandi dans cette ambiance-là. Oui, vous avez été jeune. Non, mais c'est important de le rappeler. Ça paraît fou. Oui, j'ai voulu mettre ces marqueurs d'une époque dans mon livre parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas. Quand on voulait voir quelqu'un, il fallait sonner chez lui, il fallait être en interaction avec ses parents, il fallait qu'il soit là. Il y avait ce doute. On n'avait pas cette facilité avec les portables et tout ça. Et puis, comme on le voit maintenant, ou quand on envoie un message, si t'as pas de réponse, c'est la fin du monde. Les embrouilles secrets, non. Avant, on n'avait pas tout ça. On avait. Si une fille téléphonait à la maison, alors là, c'était... Ah oui, chez moi, c'était... c'était un tabou. C'était un tabou qu'on a heureusement brisé. Parce qu'après, une fois que c'est fait, après, les parents se rendent compte qu'il n'y a rien de méchant. Mais la première fois qu'une fille m'appelait à la maison, ça a été les youyou, la fête, le jus d'orange. C'était un événement. C'était un événement la première fois qu'une fille m'a appelé à la maison. Et ça s'appelait comment ? Ça s'appelait Marine. Ah ouais, c'est pas comme dans le livre. Non, c'est pas comme dans le livre, j'ai changé le nom. Ouais, valait mieux. Ouais. Bon, La guerre des bouffons, chez Click Édition vient de sortir. Les bouffons, alors ce sont ceux de la zone pavillonnaire de Bondy Sud. Alors vous êtes né à Bondy. Alors oui, il y a les bouffons des pavillons qui habitaient, voilà. Qui sont ceux de la zone sud. Mais on peut être un bouffon même si on habite dans une cité. Il suffit juste d'être mal vu par la société du collège, c'est-à-dire à rien suffit. Un défaut de style vestimentaire, être pauvre ou quand on est une fille, ne pas avoir de forme. Tout peut vous mettre dans cette caste qui est honnie par les autres. Moi, je les appelle personnellement les pouces-souffles français, référence à J.K. Rowling et cette école et cette maison dans Poudlard où les gens sont gentils mais qu'ils n'ont pas le respect de leurs camarades.
Là aussi, c'est une belle histoire d'édition, J.K. Rowling. Ah oui. Ça, pour le coup. Donc, vous êtes bondinois, vous êtes natif de Bondy, ça vous le précisez. Qu'est-ce que cette bondinoiserie est-elle constitutive de votre identité ? En quoi est-ce que c'est une part de vous ? Alors je pense que c'est comme n'importe quel Français, chaque Français a son village, son patelin. Et ben pour moi, Bondy, c'est mon village. J'habite pas en banlieue, moi j'habite à Bondy. C'est là où je suis né. Toujours, ouais. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai été heureux, c'est là où je me suis marié, c'est là où mes enfants sont nés. Ils sont natifs, nés d'un natif. C'est mon bled. Il n'y a pas d'autre mot. C'est mon bled. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Voilà. Cité de la Sablière. À la cité de la Sablière qui est toujours debout. J'ai l'impression que, d'après ce qu'on m'a dit, elle va bientôt être détruite, ce qui va me briser le cœur. Mais oui, c'est là où j'ai grandi. Et vous êtes né à la maternité de Bondy. Vous dites à l'époque, il fallait être courageux. C'était votre mère qui était courageuse. Alors, disons qu'elle est excellente. Hein. C'est pour ça que mes enfants y sont nés, mais elle avait mauvaise réputation parce qu'elle est dans un endroit un peu... elle est dans les quartiers nord de la ville qui sont mal appréciés. C'est vrai qu'on raconte des histoires sur l'hôpital, de gens mal opérés, tout ça, enfin des légendes urbaines pour la plupart, mais c'est vrai que la mauvaise réputation, et donc du coup les rares qui sont nés à Bondy, on considère qu'ils ont du sang bleu, qui sont nobles, qui sont nés sur les terres de la commune, ce qui leur donne parfois un sentiment de supériorité. Ouais, vous racontez une enfance qui est presque à la campagne. Oui, c'est comme ça que j'ai vécu moi. Pour moi, alors que c'était quand même du béton déjà. Quand vous vivez en dehors des grandes villes, même en banlieue, vous vivez un peu à la campagne. Une cité, c'est un village avec ses secrets, avec ses figures. C'est vraiment la cité, c'est un village. J'ai pas d'autre mot à dire. C'est pour ça que moi, dans mes écrits, dans mes lectures, je me suis tout de suite reconnu dans Pagnol, Claude Michelet, comme les Griveauloux. Pour moi, j'étais plus proche d'un récit d'enfance dans un village à la campagne qu'autre chose. C'est marrant, dans les remerciements, vous ne remerciez pas M. Marcelin. Ah, j'aurais dû, oui. J'aurais dû. Parce que c'est lui qui vous fait découvrir Pagnol. C'est vrai, j'aurais dû. Je vais rectifier le tir dans le deuxième livre. Ah oui, il faut. C'est lui qui vous a fait découvrir. Ah oui, c'est un excellent prof de français. Alors, je peux peut-être dire son vrai nom dans. Ah oui, parce que c'est vrai que si c'est un pseudo dans le livre, s'il écoute. C'est à Monsieur Etier qui était mon prof de français en 4e, en 3e, et je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour me faire découvrir de magnifiques lectures et pour m'avoir appris le français, tout simplement, enfin, du moins les bases. Votre livre se passe en cité, comme on dirait aujourd'hui, et finalement, la vie que vous racontez, votre histoire, votre enfance, ça ne ressemble pas du tout à la vie de cité qu'on imagine. Ça veut dire que c'est aussi ça, la vie de cité ? Oui, il n'y a pas que... Alors, attention, tout n'est pas rose. Il y a aussi des trafics, il y a aussi de la violence. Mais il n'y a certainement pas ça. Je veux dire, si vous visitez une cité et que vous parlez que de violence, c'est comme si vous visitez une maison et que vous parlez que des toilettes, quoi. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a une grande solidarité. On rit beaucoup en banlieue. Alors moi, vous me dites que j'ai une enfance de cité, mais j'ai quitté la cité pour aller dans un pavillon aussi. Donc ça a pu vous avez basculé au sud. Vous êtes allé au-delà de la voie ferrée. Voilà, on allait pour vivre dans un pavillon, on a dû aller dans le centre-ville. Ce qui était aussi tout agréable, mais longtemps, moi, même quand j'habitais dans un pavillon, j'ai regretté cette enfance à la cité, parce qu'en cité, on a une très grande liberté quand on est enfant, parce que tout le monde vous surveille, tous les parents vous surveillent, vous êtes l'enfant de tout le monde. On vous laisse pas faire une bêtise, et j'ai aimé ce moment. Moi, à 4-5 ans, je sortais dehors, quoi. J'étais dehors au bac à sable, mais il y avait cette liberté, il y avait cette solidarité, et c'est là on a découvert, moi j'ai découvert la paella. Avec nos voisins espagnols, ils nous ont ramenés en Espagne. La première fois qu'on va, je crois que c'est la seule fois qu'on allait en vacances d'été en dehors de l'Algérie. On était allé en Espagne, on avait adoré. Je crois que c'était quelques années après Franco. On voyait l'Espagne renaître quelque part. Qui se libérait, en fait. Ouais, voilà, ouais. C'était magnifique. Non, j'ai aimé chaque jour de mon enfance à la Sablière. Et vous fréquentiez, vous alliez les uns chez les autres. Oui. Oui, on sonnait chez les gens. T'as pas une orange ou t'as pas un verre d'eau ou par exemple, on avait un jeu électronique que tout le monde faisait tourner.
La majorité des enfants de la cité étaient d'origine marocaine. Ils étaient généreux. C'était les primo-arrivants dans la cité, c'est Voilà, ça? exactement. Ouais, oui, parce que c'était une cité de cheminots SNCF, et donc il y avait à l'époque, il y avait beaucoup de cheminots SNCF d'origine marocaine. Ouais. Mais il n'y avait pas que, il y avait d'autres. Et franchement, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. En plus, bon, cette cité, elle était collée au beau quartier de Bondy. Donc en plus, on avait à l'école cette diversité sociale. On avait accès à un autre univers, à des gens d'un autre milieu. Et ça se passait globalement bien. Bon, à part le sale arabe qu'on m'a dit en maternelle, mais c'était pas vraiment représentatif de tout ce qu'a été mon enfance. Parce qu'après, l'année d'après, cette première année en maternelle, il y a eu SOS Racisme. Qui est arrivé, oui. Voilà, on se sentait protégé à ce niveau-là. On se sentait protégé par les années Mitterrand. Malgré, il y avait toujours ce côté crise et chômage qui nous angoissait, déjà quand on était petits. Mais pour le reste, c'était des très belles années. Vous êtes senti protégé par les années Mitterrand jusqu'au bout? Jusqu'au bout, alors j'ai pas souvenir, mais j'avais vraiment cette impression que oui, on n'avait pas le droit d'être raciste, injuste. Attention, c'est mes yeux d'enfant. Non, c'est ça. Oui, mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce que beaucoup après se sont dit finalement on a été abusé par les années Mitterrand. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. On a été cocufié par les années Mitterrand. Oui, alors ça, à mon avis, c'était plutôt dans le monde des adultes ou sur un jeu politique donc j'ai pas les tenants, les aboutissants. Mais quand on était enfant, non, ça nous parlait. Il y avait pas on pouvait pas, je veux dire, le grand méchant loup, c'était Jean-Marie Le Pen, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt le grand-père raciste dont certaines personnes sont plutôt indulgents, quoi. Mais c'était une époque où on se sentait protégé. Alors votre mère, c'était le ministre des Finances à la maison. C'est pour ça que vous avez pu acheter le pavillon. C'était le Premier ministre également. La mère gouvernait, le père régnait, mais c'est la mère qui gouvernait. Un peu. Et c'est grâce à elle que vous avez pu acheter le pavillon finalement. Oui, et au travail économal, travail acharné du père, aux économies de la mère, qui s'est très mis vite à travailler en étant assistante maternelle. Voilà, qui faisait ça vraiment. Elle était vraiment dans les règles avec les enfants des autres. Avec nous, elle se lâchait un peu plus. C'est-à-dire que alors aujourd'hui, on appellerait le 119. Hein. Bah si, aujourd'hui, on appellerait le 119. Oui, bah alors, oui, ce que je raconte, les punitions que je raconte dans alors, par exemple, la bouche à la harissa. Ouais, bah quand on ment, on nous mettait de la harissa dans la bouche. Mais après, c'est une question de perception. On se considérait pas comme des enfants battus. Un enfant battu, c'est quelqu'un, qui porte ça sur lui, qui a les épaules courbées. Donc la bouche à la harissa, les coups de ceinture, les coups de claquette. Les claques. Mais la plupart étaient mérités. Alors faut voir quel argument était mon frère. Et en plus, il m'engrainait dans ses conneries. C'était soit ça, soit on détruisait le monde autour de nous. On était obligés d'être tenus. Et sans compter qu'eux qui viennent, ils ont grandi en Algérie où la pédagogie infantile dans les années 60, c'était de la science-fiction, quoi. Donc ils ont fait, je ne leur en veux pas du tout, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Je leur suis même très reconnaissant. Non, je me suis jamais considéré comme un enfant malheureux. C'est pour ça que je dis toujours que quand on regarde une époque avec les lunettes d'aujourd'hui, effectivement, ça peut choquer. Oui, je comprends tout à fait. Moi, par exemple, j'ai des enfants, je n'aurais jamais mis une gifle, quoi. Et je le ferai jamais, j'espère. Mais il y a eu ça, mais ça m'a pas. Sauf la dernière, il y avait un théorème qui disait, ou une théorie qui disait que la dernière devait être épargnée. Et ils ont appris de leurs erreurs. Donc le petit dernier de la famille, on le touche jamais, on le gifle jamais, on l'engueule jamais, il fait tout ce qu'il veut. Quand il sort le matin, il y a son nom qui est écrit dans les nuages. C'est merveilleux d'être le dernier dans une famille algérienne. Idir Hosseini est notre invité à l'occasion de la publication dans cette rentrée littéraire de son premier roman, s'appelle La guerre des bouffons aux éditions Click. Vous vous prénommez Idir, comme le chanteur. Est-ce que vous avez demandé à vos parents pourquoi ? Alors, et dire comme le chanteur, je crois que c'est la phrase que j'ai le plus entendue dans ma vie, avec beaucoup de fierté. À chaque fois que je dis dire comme tout le monde dit comme le chanteur, et je dis oui, je suis très fier. Alors oui, alors ils m'ont appelé Idir parce qu'à un moment, quand ma mère a su qu'elle était enceinte de moi, peu de temps après la naissance de mon frère,
Ils ont parlé de l'éventualité de vous renvoyer d'où vous veniez. Là. Voilà, de nous renvoyer d'où nous venait. Et ma mère a demandé son avis à mon père qui lui a dit bah ouais, on fait ça parce qu'on va pas pouvoir gérer 2 enfants. Et comme ma mère est kabyle, elle refuse d'obéir à son mari. Donc elle me garde et pour marquer le coup, elle m'a appelé Idir qui veut dire il vivra en berbère. Je pense aussi que chanter Idir a une grande influence parce qu'au moment où je suis né, il commençait vraiment à faire parler de lui. Et il vivra, je trouve que c'est un nom parfait pour quelqu'un né dans une culture menacée, quoi, parce qu'à l'époque la culture berbère était menacée. Et vous racontez qu'il est parti, il est décédé le jour de vos 40 ans. Exactement, le jour de mes 40 ans, il est mort. J'ai vu ça comme un signe et j'adorais dire parce que pour moi c'était plus un enfant de la terre qu'un kabyle. C'est-à-dire qu'il était vraiment il chantait avec tout le monde, il chantait avec des chanteurs arabes, maliens, celtes, et je me suis vraiment reconnu dans cet amour pour la diversité du monde, quoi. Vous l'avez rencontré ou pas ? Oui, à un moment j'avais gagné un prix de journalisme, c'était un de mes premiers articles que j'avais écrit, et il m'avait invité, c'était à Radio France, il m'avait donné le prix média des diversités, à l'époque c'était en 2007 ou 2008, de l'Institut Panos, et Idir a chanté pour moi ce jour-là, et je l'ai rencontré et tout, et je lui ai dit tout le bien que je pensais de lui, quoi. Bon allez, on va faire un scoop là sur Beurre FM. Est-ce que vous pouvez nous chanter Idir sans habit ? Idir sans habit ? Oui, sur l'air de Rémi sans famille. L'émission termine à 13h, donc si vous voulez la chanter, alors c'est attention, maintenant. c'est une affre. Il s'appelle Idir et il est sans habit. Il marche dans la rue. Enfin bref, j'ai oublié. C'était Rémi sans famille, Idir sans habit. Ouais, voilà. Ouais. Parce que vous aviez un look. Longtemps, vous avez eu un look. Alors le budget vêtements dans la famille, c'était pas le plus important, loin de là. C'était plutôt le téléphone à l'époque. Le téléphone était très cher. Donc, je m'habillais avec ce qu'on appelle les habits du marché. C'était très mal vu dans une cour de collège. Et en plus, comme je grandissais vite, c'était souvent, le pantalon était souvent trop court. Donc oui, alors... les habits du marché. Ouais, les habits du marché, c'était mal vu. Donc du coup, oui, les camarades m'appelaient Idir sans habit. Alors, honnêtement, ça m'avait pas touché plus que ça à l'époque. C'était peut-être moins important finalement. Oui, alors c'est plus tard quand c'est arrivé en troisième, quand on commence à s'intéresser à l'amour, que oui, ça commence à nous toucher. Mais moi à l'époque, tout ce que je pensais, je m'en foutais, quoi. Ouais, vous étiez suffisamment beau pour pas être habillé. Non, j'étais... Ça c'est dans le livre. Il y a des passages dans le livre. Non, j'étais... Vous étiez un bourreau des cœurs. Ouais, j'étais... Alors peut-être... Ah si, malgré vous. C'est la timidité, ça marche à tous les coups. Elle est très bonne. C'est un vieux truc, la timidité. Ouais, la timidité, ouais. Ouais. Peut-être. Bon, la guerre des bouffons, l'action se déroule alors, c'est rentrée 1998. Vous venez de 97. On rentre 98. Non, 98, pardon. On appelle ça 98. Ouais, on est en 97, mais c'est la rentrée 98. Pardonnez-moi. Sinon, je vous raconte la rentrée 99. Vous rentrez en première S1. Oui. Alors, je sais pas comment vous avez fait pour arriver là. C'était le Graal. Hein. La première S1, c'était le bac S. Hein. Oui, le bac S, c'était le Graal. C'est ça. Toutes les portes étaient ouvertes. Ah oui. Et alors que votre mère, elle avait décidé de vous renvoyer au bled quelques années auparavant pour aller garder des moutons ou des chèvres. Oui, parce que je faisais beaucoup de bêtises à l'école. Donc, vous en êtes bien sorti. Oui, parce qu'elle m'a calmé direct, quoi. Quand elle a été convoquée par la CPE, parce que je signais moi-même mes mots sur le carnet, elle m'a pas de gifle, pas de ceinture, elle m'a juste enfermé dans la chambre. Mais ça, c'est en vrai l'histoire des carnets. C'est tout à fait vrai. L'histoire de facteur, tout ça, c'était vrai. Vous aviez. C'était vrai. Alors légèrement exagéré avec le facteur. Il n'y avait pas ce côté. Il n'y avait pas une sorte de bureau où on recevait tout le monde. Mais on s'arrangeait avec le facteur pour pas avoir le bulletin de la maison. Si. Ouais. Ça c'est. Et là, vous aviez 2 carnets de correspondance. Exactement. Mais vous aviez soudoyé quelqu'un aussi alors. Un pion ou un... Oui, avec un pion que je m'entendais bien, il a fait semblant de croire que j'avais perdu mon carnet, donc il m'en a donné un deuxième. Et là, j'ai vécu ma meilleure vie, donc je faisais des bêtises. Il y avait des mots sur le carnet, mais ma mère ne le verrait jamais, puisque là, elle était pour l'école. Sauf que la CPE était beaucoup plus maligne que moi. Elle avait senti qu'il y avait un problème, parce que la mère est toujours sur le dos de ses enfants au niveau école, donc elle a appelé à la maison. Elle est venue dans la cour de récré, elle m'a confondu. Je suis rentré à la maison. Quand vous dites elle vous a confondu, c'est que... Elle m'a dit, alors, tu signes tes mots toi-même, t'es orphelin ? Tu vas voir à la maison. Je suis arrivé...
Elles m'ont fermé une semaine, j'avais le droit de sortir que 2 fois pour faire pipi et caca. Et puis à un moment, monsieur Marcelin, monsieur Etier a appelé à la maison, il a dit qu'est-ce qu'il vient de dire et tout. Et il a dit c'est fini pour lui la France, il va aller au bled. J'ai pas envie qu'il foute la merde à l'école. Qui gâche sa vie, ça me dérange pas, mais qui gâche la vie des autres élèves, ça me dérange. Donc il va aller faire le con avec les moutons, un bâton et peut-être dans 2 ou 3 ans la cousine forgeron comme épouse. Enfin bref, et donc c'était sérieux, c'était la menace là. Et quand la CPE et le prof principal ont su ça, ils ont réussi à la convaincre qu'il fallait me donner une 2e chance et surtout que c'était pas légal puisque j'avais pas encore 16 ans et jusqu'à 16 ans je devais être scolarisé. Donc c'est quelques mois qui m'ont poussé avec cette grosse bêtise jusqu'à mes 16 ans, m'ont permis de la calmer. Donc j'ai rectifié le tir, je suis redevenu un bon élève et ma crise d'adolescence c'est terminé. Une crise d'adolescence qui a dû durer 2 mois et demi. Et donc là, vous arrivez en première S. Et là, finalement, le statut des premières S, c'est plutôt mal vu dans votre nouveau lycée. Alors, j'en ai parlé avec d'autres collègues. Alors, ça dépend des régions ou des régions de France, mais dans certains coins, être en première S, c'est bien vu. T'es quelqu'un d'intelligent. C'est l'élite. Voilà, c'est l'élite. Non, un genre noir, non, t'étais le bouffon, t'étais l'intello, et travailler bien à l'école, c'était mal vu. Donc oui, on nous jetait des marrons, on nous regardait de haut. Puis dans la classe, il y avait les amateurs de jeux de rôle, les gothiques aussi. Déjà qui arrivaient. Qui sont mal vus. Alors on sait pas pourquoi. Si, on sait pourquoi, parce qu'ils sont pas dans l'air du vent, ils sortent du troupeau. On était la classe, oui, des mal-aimés. Des mal-aimés, ouais. Et là, vous décidez finalement de devenir un justicier. Oui. Une sorte de justicier. Oui, c'est mon imaginaire qui parle. Le Club Dorothée, voilà, les héros du Club Dorothée. Cette inspiration aussi de ma grand-mère qui m'a toujours dit qu'on était fort quand on est avec les faibles et faible quand on est avec les forts. Ce qui s'est avéré vrai l'année où j'ai voulu être populaire. Je me suis trouvé très faible d'esprit. Et donc là, je me suis dit non, on va pas se laisser faire. Bon, je me suis pas battu. J'ai pas fait le général. Ça s'est fait petit à petit. J'ai commencé à lutter avec des armes basiques, l'humour, les vannes, mon don pour le renseignement que je tiens de mon frère. Et c'est avec ça qu'on a pu finalement. Alors, avec votre frère, vous avez quand même monté une succursale du FBI. De la FBI. Les forces berbères d'intervention. C'est un réseau d'espionnage dans les forces berbères d'intervention. À ce qui paraît, il y a la sécurité militaire et il y a les forces berbères d'intervention. Elles ont un réseau d'information. Là, partout chez les dames de cantine, même dans le sein des seins, c'est-à-dire la salle des profs, où on avait réussi à noyauter une contractuelle terrorisée pour sa première année dans le 9-3. Donc on avait copié avec elle et nous donnait des informations. Ce qui est toujours très utile dans un lycée où le bon mot et la vanne peut faire la différence, quoi. Vous avez mis 20 ans à écrire ce premier roman. Alors 20 ans, ça fait beaucoup, vous n'avez pas fait que ça en 20 ans, mais finalement, à quel moment ça s'est matérialisé, l'écriture de votre roman ? Je veux dire, pendant 20 ans, j'avais vraiment cette idée, cette envie de faire, il y a eu plein d'essais, j'ai envie de vous dire, mon roman, c'est une succession d'échecs que j'ai rassemblés pour en faire quelque chose qui marche. Ce qui a vraiment changé les choses, c'est à un moment, j'avais croisé une ancienne collègue qui est devenue une très bonne amie, Claire Pinlou, qui je lui ai fait lire les premières pages. Elle a pleuré, elle a ri, et c'est ce que je voulais obtenir, et c'est elle qui m'a donné enfin le sentiment de ma propre valeur d'écriture, tout du moins. Et c'est elle qui m'a donné le déclic. Encore une autre prof, qui était une collègue, mais qui était une prof, et je lui dois beaucoup. C'est le cas de dire, si elle vous donne le déclic, ça tombe bien. Exactement. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai cru que je pouvais enfin être écrivain. Et aller jusqu'au bout de... Oui, exactement. Ouais. Vous avez fait lire votre livre en cours de route ou vous avez écrit dans votre coin J'ai écrit d'abord dans mon coin. Les premières pages ont été très difficiles à lire. Moi, au début, je voulais raconter cette classe de première S1. Ça marchait pas. Je me dis, il faut aller encore un peu plus loin dans le passé. Donc, je voulais raconter Bondy. Ça marchait pas, et c'est à partir du moment où j'ai parlé de grand-père et de l'Algérie, c'est-à-dire depuis le début, que ça commence à se matérialiser. Parce qu'en fait, effectivement, on n'en a pas parlé, mais on voit bien, quand vous dites on est les enfants de deux guerres. Oui, on a plutôt des enfants de deux révolutions. De deux révolutions. Voilà, quand je dis... c'est plutôt deux révolutions que deux guerres, c'est-à-dire les principes
qui ont causé la Révolution française et la Révolution algérienne, même si dans les faits c'était pas aussi blanc ou rose qu'on peut le penser. Oui, moi c'est comme ça, je me considère comme deux enfants, comme un enfant de deux révolutions, c'est-à-dire les principes qu'ils ont, les principes qu'ils ont inspirés, quoi. Pour moi c'est très beau, ça me parle et ça parle certainement à l'humanité tout entière, autant les droits de l'homme que ces paysans algériens qui ont réussi à se libérer du colonialisme. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que les Algériens font depuis qu'ils existent, quoi. C'est-à-dire toujours résister, quoi. Et à quoi ça correspond, ce besoin d'écrire et de raconter votre histoire? Alors moi, c'est vrai, moi c'était surtout aussi il fallait que mes mots en fait guérissent certains mots que j'avais. Parce que bon, dans l'histoire, à un moment, je raconte une déception amoureuse qui s'est passée, qui était assez. J'ai été vraiment, je voulais pas en parler parce que je voulais pas vous faire du mal. Non, c'est bon, c'est exorcisé. Aujourd'hui, c'est exorcisé. Et donc voilà, je me suis mangé un refus humiliant. C'est pas la personne qui m'a humilié, c'est ce qui s'est passé autour. C'est-à-dire, il y avait des témoins, il y avait voilà, et ça m'a marqué toute ma vie. Et pour moi, c'est vrai. Ouais. Alors c'était une époque où on était. Là, j'avais 18 ans. Malheureusement, je confondais l'honneur et l'ego, le déshonneur et la blessure narcissique. Et j'ai traîné ça pendant 20 ans. C'est le NIF, ça. Exactement. Qui était mal placé. Et surtout que mes camarades en ont rajouté. Ils ont fait des tonnes. Je veux dire, le jour de mon premier râteau est une fête locale à Bondy. Il faut savoir. C'est pour elle, ce livre, en fait. C'est tu nous écoutes aujourd'hui. Donc voilà, et je me suis toujours dit que au début je voulais me venger en rebalançant des dossiers, en utilisant le FBI pour trouver des dossiers, les dénicher et humilier les autres, mais je me suis dit que c'était pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de trouver les mots, un jour les mots qui répondront à tous les autres mots qui m'ont rabaissé. Voilà. Bon, d'ailleurs les dossiers, je les sortirai lors de la prochaine édition. Bon, j'étais très content de dire au Cynique que vous soyez là ce matin parce que c'est mon coup de cœur de la rentrée, votre livre. Donc vous faites la première émission sur Beurre FM. Je vous remercie d'avoir choisi. C'est un grand honneur. C'est un grand NIF. La guerre des bouffons aux éditions Click Édition. Welcome à Mouloud Achour, homme de talent. Et le livre vient de sortir. Merci d'avoir été avec nous. Vous écouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube.